Aujourd'hui, dans notre série Transforming African Heritage into Wealth, nous accueillons Joanny Mando, spécialiste des tendances, de la prospective et des consumer insights avec une expertise forte sur les marchés africains. À travers son travail autour des marques, de l'innovation produit, de l'activation client et de l'analyse des signaux marchés, Joanny accompagne les entreprises dans leur compréhension des nouveaux comportements consommateurs et des transformations culturelles qui fascinent l'avenir du continent. Joanny, bonjour. Peux-tu te présenter ? Merci beaucoup pour cette belle présentation, Agnès. Alors, c'est évidemment un plaisir pour moi de venir prendre part à cette conversation aujourd'hui dans le podcast Moonlook. Alors, effectivement, je suis Joanny Mando, franco-congolaise, basée à Paris. Et donc, je travaille dans ce qu'on appelle le Consumer Insight et les tendances. Donc, je dirais que je suis un peu la girls des consommateurs africains, plus précisément dans le domaine de la beauté. Mon objectif, ma mission, c'est vraiment de pouvoir amplifier leur voix afin qu'on puisse davantage les connaître, parce qu'on parle beaucoup du consommateur africain, mais qui est-il exactement ? Et c'est vraiment ma mission de le décrire avec un peu plus de substance et de profondeur. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Eh bien, il y a une expérience qui m'a beaucoup marquée au cours de mon parcours. C'est en arrivant chez Vlisco, aux Pays-Bas, j'ai découvert un département Brand Innovation super inspirant, avec des profils de consommateurs placardés partout, des consumer persona, consumer journey, vraiment beaucoup de sessions de brainstorming. Vraiment, l'objectif de ce département était constamment de savoir qui est le consommateur, comment s'adresser à lui, avec des focus groups qui étaient régulièrement organisés. Comme moi, des femmes et des hommes comme moi, était vraiment le focus, c'était vraiment l'objet de toutes les réflexions. Et donc c'est ce qui m'a poussée à me dire pourquoi pas, c'est quelque chose de super intéressant que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder jusque-là lors de mon parcours professionnel et lors de mes études en école de commerce. Et c'était vraiment une révélation pour moi. Et un peu plus tard, en travaillant dans une boîte à Monaco, donc en fait c'est une compagnie qui accompagnait les marques de cosmétiques internationales dans leur déploiement vers le marché africain, donc dans tout ce qui est travel retail, duty free et puis en local, que je me suis rendu compte que c'était super parce que je travaillais justement avec des marchés africains, mais j'avais une grosse frustration, c'était celle de me rendre compte qu'il n'y avait pas en fait de compréhension du consommateur, d'adaptation à ce qui se fait en local, aux attentes, aux besoins locaux, et je me suis dit que non, j'avais besoin de trouver du sens. C'est très très intéressant justement ce que tu me dis, parce que moi ça m'intrigue justement comment au jour d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on analyse l'évolution des consommateurs africains dans les secteurs de la beauté, de la mode et du lifestyle par exemple. Parce qu'on sait aussi que tout le monde n'a pas le wifi, tout le monde n'a pas l'électricité, que même si on a l'électricité il y a des coupeurs de courant, c'est très 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 fragmenté. Donc sur tout ce qui est la croissance économique et le potentiel de ce marché, comment est-il analysé et évalué ? Alors c'est une question qui est très très intéressante et très pertinente de savoir comment est-ce qu'on peut analyser ce marché, comment est-ce qu'on peut, que ce soit d'un point de vue économique ou d'un point de vue un peu plus qualitatif par rapport au comportement de consommateurs. Alors la première chose que je dirais, c'est que déjà le marché africain, parce que tu parlais de fragmentation, il n'est pas, c'est pas un bloc. C'est pas un bloc, encore une fois, on parle de 54 pays, 55 si on prend en compte le Sahara occidental. Donc on a autant de marchés différents, avec des dynamiques différentes. Donc déjà je pense que la première chose à faire, c'est de prendre chaque région, je dirais même chaque pays de manière individuelle pour savoir ce qui s'y passe. Ensuite, on a quand même quelques acteurs à l'échelle internationale qui mènent de grandes études macro pour essayer de comprendre un petit peu quelles sont les tendances économiques, la croissance, etc. Là, par exemple, sur l'ensemble du marché, d'ici 2030, on parle de 61, d'un marché de 61 milliards de dollars. Mais en dehors de ça, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on fait ? Alors, on a des analyses qui sont qualitatives, mais qui ne nous permettent pas d'avoir une véritable compréhension des dynamiques et puis aussi des comportements de consommateurs. Donc maintenant, je dirais que le Consumer Insight, c'est vraiment un atout
notamment lorsqu'on part en local, pour rencontrer les consommateurs, rencontrer les acteurs locaux et voir ce qui se passe. Voir quelles sont les dynamiques, voir quelles sont les tendances en termes de vente, en termes d'achat, en termes d'activation, en termes de préférence. C'est un petit peu tout ça en fait qui va faire qu'on va avoir une meilleure connaissance et une meilleure approche de chacun de ces marchés. Par rapport à tout ça, et à ces marchés, et à ces différents pays, parce qu'effectivement, il y en a 52, 54, et qui sont tous très différents du nord au sud, de l'est à l'ouest, avec des consommateurs qui vraiment ne se ressemblent pas du tout. Quelles sont les grandes mutations de consommation que vous observez actuellement sur le continent, en tenant compte de cette fragmentation et puis de cette diversité culturelle qui sont ces pays différents? Alors, en termes de grandes mutations sur l'ensemble du marché africain, donc si on peut généraliser, je dirais qu'il y a un shift dans la manière de consommer. Ce que je peux peut-être dire, c'est que en fait, lorsqu'on achète un produit, en fait, on n'achète pas un produit, on achète l'idée qui est associée à ce produit ou à sa consommation. Et jusqu'à présent, les consommateurs africains achetaient beaucoup l'idée d'une certaine apparence, l'idée d'une certaine image. Et aujourd'hui, le shift qu'on trouve de plus en plus, c'est celui de ne pas rester uniquement dans le domaine de l'apparence, donc que ce soit dans la beauté, dans la mode, dans le lifestyle, mais de consommer aussi une identité culturelle. Si on prend par exemple l'expression de la beauté en Afrique aujourd'hui, elle se traduit beaucoup au travers de l'identité culturelle. C'est pour ça qu'on parle de A-Beauty, donc l'African Beauty, qui a un mouvement qui est conduit par un désir de sortir un petit peu de tous les idéaux, de tous les stéréotypes de beauté, les standards de beauté qui étaient attachés à la beauté occidentale et de s'attacher à des traits qui, eux, sont purement africains. Donc on va vraiment insister, on va avoir un focus plus important par exemple sur les cheveux, sur leur épaisseur, sur leur texture, sur certaines odeurs, sur certains parfums. Et ça concerne aussi tout ce qui est la skincare, dans la cosmétique. On va vraiment s'attarder sur des produits qui sont vraiment formulés pour répondre aux besoins spécifiques des peaux riches en mélanine, pour répondre aux besoins des cheveux. Mais j'insiste encore une fois en utilisant aussi des produits qui traditionnellement sont vraiment attachés à une culture africaine et puis à des usages, à des coutumes, à des rituels qui sont profondément africains. Super intéressant, vraiment. Alors moi ça m'énerve parce que dans ce podcast je ne fais que dire c'est super intéressant. C'est super intéressant. Mais c'est parce que j'apprends des choses absolument tous les jours et que c'est super intéressant. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis absolument... Écoute, c'est très bien alors. Mais de tout ça, quel est le marché africain qui te semble toi aujourd'hui le plus dynamique en matière d'innovation et de consommation? Alors, je pense que c'est sans surprise que je parlerai du Nigeria. Ah, tu vois, alors très intéressant parce que pendant très longtemps, ça a été l'Afrique du Sud. Effectivement. Pendant très longtemps, le marché le plus dynamique, on dira, a été l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai que là, on est arrivé à une certaine... comment dire, c'est un marché qui est très sophistiqué, qui est très développé. On a des retailers comme Edgar's ou Arc Stores. On a beaucoup de marques internationales qui sont déjà implantées. Donc finalement, la marge de croissance, elle est un peu moins importante. Il y a un ralentissement en termes de croissance. Mais pour ce qui est du marché nigérien, on est sur des chiffres qui sont absolument fous. Parce que par exemple, entre 2024 et 2029, il y a une croissance qui est projetée à plus 184%. Donc il s'agit vraiment d'une hyper-croissance. Vraiment ce qui s'y passe, en l'espace de 5 ans, en fait, on a un marché qui triple. Bon, la croissance est en train de tripler. Donc il y a vraiment des choses très intéressantes qui sont en train de se passer. Donc on en parle en termes de croissance, mais aussi en termes de développement produit. C'est par exemple l'un des premiers marchés en Afrique qui laisse toute la place, qui est en train de justement se tourner vers des produits qui jusqu'à présent, des ingrédients qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout plébiscités, qui n'étaient même pas dans la pensée collective. Quand je parle par exemple du SPF, qui est de plus en plus intégré dans les produits. Je pense par exemple à Dang,
Je crois que c'est Dang Lifestyle, hein, si je me trompe pas. Donc Dang qui a sorti il y a pas très longtemps un produit sunscreen et qui est justement marketé comme le premier produit SPF nigérian. Donc en termes d'innovation, si on prend l'ensemble du continent africain, ou sur les autres marchés, on n'en est pas encore là. Je dirais que les Nigérians sont assez précurseurs sur certaines choses, un peu comme les Kenyans, et donc c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe. Écoute, alors là, moi je suis absolument, cette progression, c'est absolument fulgurant, mais du coup, est-ce que non, c'est fulgurant, c'est absolument incroyable. C'est un chiffre vraiment qui vous met au sol, mais est-ce que les structures suivent? Est-ce que sur le terrain, on a la capacité d'accueillir autant de growth et aussi vite? Alors effectivement, c'est une question qui, une fois de plus, est très pertinente, sachant qu'on parle quand même d'un marché, par exemple, s'agissant du Nigeria, où il y a encore beaucoup de commerce informel, par exemple. Et puis pour ce qui est de l'accompagnement, que ce soit des producteurs ou des marques qui décident justement de lancer leurs produits, on a par exemple beaucoup de problématiques en termes de recherche et développement. Ça coûte extrêmement cher. Il y a beaucoup de recherches aussi sur les produits. On parlait tout à l'heure d'ingrédients purement africains. Mais ces ingrédients-là, il faut mener une recherche dessus. Ça veut dire que l'agriculture doit se développer, les routes doivent se développer, les hôtels doivent se développer. Enfin, s'il y a si le marché est si dynamique, il faut que toutes les infrastructures de logistique en fait puissent suivre, parce que c'est un petit peu comme si on avait donné naissance à un super athlète, mais qu'il n'avait pas de stade pour s'entraîner en fait. Ou qu'il y avait des stades mais qui n'étaient pas à la hauteur du talent. Donc c'est très intéressant parce que le forecast et la projection, elle est canonissime. Ça veut dire que en gros le potentiel, il est absolument énorme et qu'il a un très bel avenir. Mais en même temps, sur le terrain, au niveau des infrastructures, est-ce que ça va pas être un frein à ce développement, et est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt et qu'ils sont pas vraiment prêts? Moi je pense qu'ils sont prêts aussi, mais je pense que la ville, par exemple Lagos, n'a pas suivi aussi vite que les potentiels que le potentiel des marchés. Et je pense que là il y a un énorme décalage, et ce qui serait peut-être c'est ce qui cause un des risques pour refaire reculer le développement et le ralentir en fait. Et encore une fois, on voit que c'est quelque chose qui est étatique, et que si les États étaient... On a l'impression que le privé, donc tout ce qui est vraiment l'entrepreneuriat privé, donc aussi bien l'entrepreneuriat privé, ça tient, on parle des femmes qui sont au marché, que d'un Dangote qui billionnaire. On a l'impression que les entrepreneurs sont ceux qui drivent le marché, qui drivent la croissance du pays, mais que ce n'est pas facilité et aidé et soutenu, et que ça ne va pas à la même vitesse avec les États en fait. Et moi je me dis, c'est super, hein, autant de croissance, mais je pense que ça pourrait être freiné par rapport à... En tout cas, c'est un énorme frein, et le risque, il est étatique en fait. Moi, j'ai l'impression. Tu en penses quoi? Alors, c'est vrai que, alors, je te rejoins sur le fait que, effectivement, cette croissance doit être accompagnée. Depuis plusieurs années, on parle d'urbanisation, et puis on parle beaucoup de middle class, par exemple. Hein. Mais c'est vrai qu'on parle moins de toutes les mesures qui sont mises en place pour accompagner les entrepreneurs, pour leur permettre de pouvoir briser certains plafonds de verre. Donc, je pense notamment à la réglementation. Hein. L'année dernière, l'État nigérian a mis en place une mesure pour faire en sorte d'accompagner la production de beurre de karité, et donc de freiner pendant un temps l'export à l'étranger. Je pense que c'était une mesure qui était très intéressante, et c'est peut-être un prémisse pour d'autres choses qui arriveront par la suite.
Donc, bon, j'ose espérer que justement, cette croissance-là va pousser également les acteurs, aussi bien publics que privés, à mettre en place certaines choses, certains programmes, certaines mesures pour permettre au plus grand nombre de bénéficier véritablement de cette croissance. Mais ce qui est sûr, c'est que les premières, celles qui sont un petit peu, je ne sais plus quelle est l'expression, hein, mais les premières concernées par rapport à ça sont les femmes, notamment dans le secteur de la beauté, qui trouvent dans cette industrie-là de l'emploi. Le secteur de la beauté, aussi bien formel qu'informel, emploie énormément de femmes et donc permet permet à beaucoup justement de pouvoir être active dans ce domaine, de pouvoir être indépendante et permet aussi d'avoir des revenus supplémentaires pour plusieurs. Donc voilà, il faudrait vraiment que les États puissent voir comment fonctionner. Et je pense que c'est pas uniquement à l'échelle étatique, c'est-à-dire de chaque pays, mais même à l'échelle continentale. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des réflexions sur le sujet. On parlait tout à l'heure d'iBeauty. Je pense qu'il pourrait même y avoir un label qui soit clairement discuté avec des critères, avec tout un tas de choses qui permettraient aussi, en termes de logistique, de permettre que d'un pays à un autre, on puisse commercer ensemble. Alors justement, j'ai des questions par rapport aux enjeux réglementaires et logistiques. Voilà, c'était un petit peu... je pense que ça fait... Les enjeux réglementaires et logistiques en Afrique, je pense qu'ils font partie des freins principaux au développement et à la circulation des marques africaines sur le continent. Je pense que, et aussi du coup à l'international, je pense que vraiment c'est un des plus gros freins. Mais alors, du coup, les infrastructures et les chaînes de distribution, est-ce qu'elles sont capables du coup de pouvoir suivre l'évolution de ces marchés avec ces freins-là? Comment ils peuvent évoluer? Comment tu veux réussir dans la beauté quand tu as des freins tels que les logistiques et le réglementaire? Comment c'est possible? Effectivement, c'est une question qui est primordiale, qui est cruciale. Je pense que ça pousse beaucoup à faire preuve de beaucoup de créativité et voire même parfois à devoir déménager. Hein. C'est d'ailleurs le cas de la fondatrice de Liv Cosmetics qui, je crois, était au Sénégal et puis qui a dû justement se rendre au Ghana parce que peut-être que les conditions étaient davantage réunies pour pouvoir assurer toute la production, mais aussi le packaging, etc. Donc voilà. Donc je pense que ça nécessite effectivement de mettre en place des réseaux de distribution qui soient solides, qui soient performants. D'autant plus que je pense que les retailers ont conscience du fait qu'il y a un chiffre qui est en train de se produire, ont conscience du fait que les consommateurs sollicitent de plus en plus le Made in Africa. Je prends l'exemple de Auchan Afrique, alors qui n'est pas spécialisé dans le domaine de la beauté, bien sûr, mais qui a publié des chiffres sur lesquels 50% de leur approvisionnement l'année dernière se faisait en local. Donc c'est quand même un changement qui est assez notoire, qu'il faut saluer, et j'ose espérer que des stratégies vont être mises en place pour aller dans ce sens-là. Ok, c'est très intéressant aussi ça. Mais je pense que ça fait un petit peu partie de l'avenir aussi. C'est-à-dire que alors, Liv, c'est un très très bon exemple. Parce que moi, je vais prendre un exemple occidental par rapport à ça, qui est le Brexit. Le Brexit que tout le monde a absolument adoré, qui a complètement brisé tout un réseau de distribution. Enfin, le Brexit, vraiment, c'était pas nécessaire. Et ben du coup, on se retrouve dans la même situation. Melason qui a eu le Grant Glossier, ils étaient enregistrés en Angleterre. Et puis il y avait une autre marque française aussi qui est absolument canonissime, Moss, qui est une marque parisienne. Mais pour le Grant Glossier, il faut être une marque anglaise, entre guillemets. Ta boîte, elle doit être enregistrée en Angleterre. Et ils ont dû faire ce shift. Donc en fait, je pense que c'est... encore une fois, c'est étatique. Parce que le Brexit, c'est l'État, c'est de la politique. Et c'est pareil, Liv qui part du Sénégal au Ghana, je pense qu'il y avait un petit peu plus que du business, mais il y a aussi plus de... au niveau de l'État, c'est mieux organisé, elle a peut-être plus d'avantages, et du coup elle a dû se barrer là-bas.
Et ça, on le retrouve en Afrique, mais on le retrouve pas qu'en Afrique, malheureusement. On le retrouve pas qu'en Afrique, et c'est un peu malheureux, mais c'est un peu ce qui se passe, effectivement. En fonction de ça, on doit déplacer son business, on doit contourner, on doit trouver les meilleurs pays avec les meilleures structures. Et c'est vrai que tout ce qui est réglementaire et logistique en Afrique, c'est quand même un poids qui font souffrir les sociétés et qui leur demandent de prendre des solutions ou des décisions qui sont relativement drastiques. Voilà, tout ça pour avoir trouvé de la structuration ou de la visibilité ou des infrastructures qui sont plus à leurs avantages, en fait. Mais alors du coup, j'ai un petit peu envie de revenir sur le consommateur, moi. C'est vraiment le consommateur africain. Je pense que c'est le consommateur qui est le plus mal connu et compris de la planète. Il y a énormément d'assumptions sur ce consommateur où la grande tendance c'est de dire si c'est cheap, ils vont aimer. Alors, c'est un peu le cliché du consommateur africain. Et malheureusement, effectivement, il y a ce cliché persistant selon lequel le consommateur africain est prêt à recevoir tous les déchets qui viennent d'Europe ou avec tout ce qui concerne la seconde main, par exemple. Et c'est un petit peu la même chose pour les produits cosmétiques. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de produits contrefaits sur le marché qui pendant longtemps n'ont pas été réglementés. Donc il y a une réglementation qui se met en place. J'ai entendu par exemple il y a quelques jours que il y a des choses qui se mettent davantage en place au Bénin pour contrer les produits qui sont potentiellement nocifs, comme par exemple contenant de l'hydroquinone et autres. Donc voilà, on a toujours cette, ou du moins les étrangers ont encore cette image du consommateur africain qui n'est pas exigeant, qui est prêt à tout accepter, or que ce n'est pas le cas. Ok, et donc vous pensez vraiment que le consommateur africain, il devient de plus exigeant en matière de transparence et de qualité? Tout à fait. En matière de transparence et de qualité, bien sûr. Alors, encore une fois, on parlera des ingrédients. Des ingrédients qui sont locaux, qui sont naturels, mais aussi qui sont efficaces. Besoin d'efficacité qui est là, il y a besoin de produits qui maintenant de plus en plus sont formulés d'après une base scientifique. Et ça explique aussi le succès en Afrique de marques comme The Ordinary. Récemment, je crois que c'était cette semaine d'ailleurs, où The Ordinary est officiellement entré sur le marché nigérian, alors que ça faisait déjà des années qu'ils étaient revendus là-bas. Donc voilà, je pense que il y a vraiment une conscience accrue sur la santé de la peau, et les consommateurs et consommatrices de plus en plus ne sont plus prêts à mettre n'importe quoi. Et vous pensez que ce changement, cette mutation, est due aux réseaux sociaux et que les communautés digitales influencent les décisions d'achat d'aujourd'hui? Bien entendu. Bien entendu. Alors, déjà, je pense que les tendances globales, d'une certaine manière, ont un impact aussi sur les tendances en Afrique et sur les attentes, les nouvelles attentes, les désirs des consommateurs. Je pense par exemple à la K-beauty. La K-beauty, c'est quelque chose qui est de plus en plus plébiscité en Afrique. Et j'ai par exemple ma cousine qui vit au Congo et qui a une boutique qui vend des produits de K-beauty exclusivement. Et ça marche, mais vraiment. Donc il y a vraiment une attente par rapport à ça. Les tendances globales influencent aussi les tendances locales. Et donc ce qui fait que voilà, on a de nouvelles habitudes, de nouveaux besoins qui sont en train de se développer. Donc vraiment la clean beauty, il y a une vraie demande sur de la clean beauty, de la durabilité ou du bien-être holistique. C'est vraiment une demande qui est très très claire sur le marché africain d'une manière globale. Oui, alors ça dépendra d'un marché à un autre. Encore une fois, par exemple, si on prend le marché kényan, c'est quelque chose qui est
qui est présent depuis un certain nombre d'années déjà. La première catégorie, en tout cas la catégorie la plus performante au Kenya, c'est vraiment celle des dermocosmétiques. Et c'est quelque chose qui va se retrouver aussi dans tout ce qui est relatif à l'éco-responsabilité. Les Kenyans, par exemple, accordent beaucoup d'importance, alors je ne sais plus quel est le terme en français, mais les refillable bottles. Ah ouais, ouais. Ça, c'est quelque chose qui est très très ancré. Le packaging biodégradable. Et puis, connaissant aussi toutes les problématiques liées aux déchets en Afrique, il y a des montagnes et des montagnes de déchets qu'on peut trouver aussi bien en ville qu'en périphérie des villes. Donc ça, c'est des choses qui doivent quand même influencer aussi la manière dont on considère la consommation de produits, et notamment dans le domaine de la beauté. Donc ce qui fait que voilà, il y a un shift. Et la clean beauty, ça correspond, comme je le disais tout à l'heure, à des tendances globales, mais aussi régionales. Par exemple, en Afrique, la halal beauty, c'est vraiment un benchmark pour la clean beauty. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes rapports à la compétition. Donc là, on rentre dans un département, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est vrai que là, la halal beauty. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça? C'est quoi la halal beauty? Parce que globalement, c'est pas une trend qui a fait encore le tour du monde. Donc, j'aimerais bien qu'on creuse un peu de ce côté-là. Effectivement. Alors, la halal beauty, alors c'est une trend qui est vraiment reliée à la religion musulmane, mais qui aujourd'hui, en tout cas à l'échelle africaine, ne cible pas uniquement les consommateurs musulmans. Les consommateurs non musulmans trouvent un intérêt aussi dans la halal beauty. Et donc en fait, le principe en fait, c'est d'avoir des produits qui sont certifiés, des ingrédients et des processus qui correspondent vraiment à une certaine idée qui est promue par je ne sais pas si je dois dire de la beauté, mais une certaine idée qui est promue par l'islam, en utilisant pas certains produits, certains animaux, sans alcool, en n'utilisant pas forcément de sang, avec des ingrédients qui n'ont pas de nature à faire du mal, etc. Donc c'est vraiment lié à la loi islamique. Ok, d'accord. Ça, c'est hyper intéressant parce que là, c'est un peu... on va peut-être avoir la catholique beauty avec de l'eau sainte, micellaire pour se démaquiller. Enfin, ça, c'est un petit peu une dinguerie. Moi, ça me fait rigoler parce que je trouve ça fou. Bientôt, on a peut-être la beauty athée. Enfin, ça, c'est une dinguerie. C'est un peu c'est fou, ça. Moi, j'adore. Alors, j'ai posé des questions. Non, mais moi, ça m'intéresse. Alors, c'est des questions un peu scolaires que je vais faire là. Pensez-vous que les consommateurs recherchent aujourd'hui davantage d'authenticité que de standardisation? Et là, ça va vraiment par rapport à la halal beauty. Parce que la beauty, on peut pas être plus authentique. Parce que ça, c'est vraiment un truc, c'est complètement authentique. Ça c'est vraiment culturel. Mais comment ça se passe par rapport à la standardisation? C'est quoi le standard de la halal beauty? Alors, concernant la standardisation dans la halal beauty, je pense que c'est assez spécifique. Et encore une fois, c'est assez axé autour des restrictions qui sont demandées par la loi islamique. Okay, donc c'est le Coran. En fait, la standardisation, c'est le Coran. Je pense qu'on pourrait dire les choses de cette manière. Oui, c'est ça, c'est ce qui le définit. C'est défini par le livre du Coran, dans le livre du Coran. Donc ce serait ça la standardisation et la réglementation, même, pratiquement, en fait. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Ouais, alors ça, par contre, ça c'est vachement intéressant par rapport à tout ce qui est concurrence, parce qu'un Lancôme ne peut pas... Enfin, comment un Lancôme pourrait concurrencer à une marque halal au Soudan, par exemple?
impossible. Ouf, déjà, je pense qu'il y aurait une question de légitimité. Ah ouais, Et à partir de là, effectivement, il y a plus de véritable concurrence sur un domaine pareil. Non, il y a zéro concurrence là. Tu peux absolument pas, Lancôme à l'Albuty, là, Lancôme ici, quoi. Tu dois trouver des champs de compétition qui sont vraiment, 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 vraiment différents parce que là, c'est pas. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est aussi sur le continent. C'est comme ça qu'on dit oui, mais un Lancôme, un Chanel va arriver et va tout révolutionner et renverser. Bah non, en fait. Parce que localement, on se trouve face à des réalités auxquelles on ne s'attend pas forcément. Et que du coup, la recherche, c'est fait pour ça, pour se dire qu'est-ce que ces gens consomment vraiment, à quoi ces gens sont vraiment, vraiment, vraiment attachés. Et il y a des choses sur lesquelles les grandes multinationales, en termes d'image et de désirabilité, elles ne font pas le poids. Et là, je pense que face à la Halal Beauty, on est un peu sur un cas un petit peu comme ça. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure sur le ton de l'humour de la beauté catho. Mais ce qu'il faudrait dire, c'est que sur le continent africain, on a quand même un phénomène qui est celui des évangélistes, par exemple, qu'on retrouve en Afrique centrale, qu'on retrouve aussi dans des pays comme le Nigeria, etc. Et donc, au final, au Ghana, alors peut-être que il n'y aurait pas une réglementation tirée de la Bible, mais on voit que quand même, il y a tout un lifestyle autour de ça, et peut-être que en menant des études, peut-être que en essayant vraiment d'approfondir le sujet, eh bien il y aurait toute une stratégie qui pourrait naître de tout ça. Donc c'est vraiment important Au niveau concurrentiel, il y aura aussi tout le côté storytelling culturel. Dans la performance des marques africaines, eh bien, il faudrait peut-être inclure la religion aussi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait démarquer ce consommateur qui est très, très investi dans les religions et que ça fait complètement partie de leur vie et de leur lifestyle, en fait, où c'est pas forcément séparé. Voilà. Donc ça c'est un truc, moi j'avais pas capté ça comme ça, j'avais pas intégré ça comme intégrer ça de la même manière, par exemple. Mais oui, la halal beauty, on en parle très 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 peu ici, mais je pense que peut-être que sur le continent, c'est une vraie tendance avec un vrai storytelling, vraiment complètement rooted dans la culture des gens localement auxquels il faut absolument tenir compte. C'est très 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 vrai. Et du coup, ça nous amène sur les opportunités de marché et les innovations aussi. Parce que ça, c'est de l'innovation. Donc, j'allais te poser quelles sont les innovations, les nouveaux modèles économiques qui semblent être capables de transformer durablement les industries créatives et beauté en Afrique. Mais on vient d'en parler d'une, donc qui est la Halal Beauty. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Il y aurait quoi d'autre? Alors, en termes d'innovation sur les marchés africains, déjà je pense qu'il faudrait vraiment tenir compte de la physiologie des peaux riches en mélanine. Ça, je pense que c'est important. Aujourd'hui, par exemple, si on prend le marché sud-africain, on a 55% des consommateurs qui sont insatisfaits des produits qui sont sur le marché. Ça veut dire qu'il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a une attente qui n'est pas encore, à laquelle on n'a pas encore apporté de réponse. Par rapport aux produits, on sait qu'on est sur des marchés qui se trouvent dans des climats qui sont par exemple très chauds, très humides. Donc on pourrait penser à des produits qui sont formulés spécialement, donc waterproof, qui sont sweatproof, qui sont aussi formulés pour tenir contre l'humidité. Donc ça, ce sont des choses auxquelles on peut penser. Mais on peut penser aussi aux conditions de vie, à l'environnement. Par exemple, on est sur des marchés où il fait très chaud, très humide. Mais la plupart des gens qui ont la possibilité de s'offrir des produits de beauté, en tout cas ceux dont on parle, passent leur journée dans des environnements où il y a l'air conditionné, par exemple. Et donc ça expose à de la sécheresse. Donc ce sont des choses dont il faut prendre en compte.
On parle aussi d'événements où il y a d'environnement, pardon, il y a beaucoup de pollution. Si on prend des villes comme Lagos ou comme Kinshasa, c'est un cauchemar. Donc ça, il faut le prendre en compte. Avec l'urbanisation, avec voilà tout ça, il faut aussi penser en ces termes-là, le stress oxydatif, etc. Voilà, comment on l'adopte sur les marchés africains avec des peaux noires, etc. Ensuite, il y a autre chose par rapport à l'environnement et qui sont des axes d'innovation intéressants, qui sont les défis que les consommateurs africains rencontrent quotidiennement, voire de manière hebdomadaire. Je pense par exemple aux coupures d'eau ou de courant. Ça change toute la manière de vivre son expérience. C'est intéressant Oui. ça. C'est un peu les signaux en fonction de là où on est positionné dans le monde. Ça pourrait être un petit peu les signaux faibles, mais qui sont des signaux très très forts. Pour nous, bon, coupure d'eau, c'est un peu loin quand même. C'est un peu lointain, hein. On comprend pas trop ce que ça veut dire, hein, jusqu'à ce qu'on ait un peu une fuite des eaux dans son appartement, mais ça reste pas une coupure d'eau non plus. Et c'est un peu un signal faible qui, en fin de compte, pourrait avoir un énorme impact sur les tendances beauté de demain. Bien sûr. Bien sûr, il y a un Africain sur 3 qui connaît encore des difficultés par rapport à l'approvisionnement en eau. Si on prend un pays comme le Gabon, c'est 8 foyers sur 10. Donc c'est une réalité. J'ai une anecdote, par exemple, il n'y a pas très longtemps. Donc ma cousine dont je parlais tout à l'heure, qui a sa boutique de K-Beauty à Brazzaville, elle fait beaucoup de vidéos où elle se filme en train de faire ses routines skincare. Et un jour, pendant qu'elle se filme, il y a une coupure de courant. Donc elle se retrouve, voilà, elle a son je sais plus ce que c'était son masque ou quelque chose comme ça sur le visage, avec une coupure de courant. Elle avait son smartphone devant elle. Mais autrement, comment est-ce qu'on fait? Pareil pour les coupures d'eau, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de penser aussi à des produits qui sont adaptés à ce genre de réalité? C'est une question qu'on peut se poser. Et c'est là où on voit qu'en termes d'innovation, pour ce qui est de la beauté, on ne restera plus que sur de la beauté, mais aussi sur du lifestyle. Et là, il peut y avoir des choses super intéressantes à faire. Je reparlerai encore de livres cosmétiques, par exemple. J'ai vu il n'y a pas très longtemps que, je ne sais plus si c'était fin 2025 ou en début d'année, où elle a lancé des mini-ventilateurs. Et je trouvais que c'était super pertinent. Parce qu'au final, ça devient un produit complémentaire qui entre totalement dans la routine ou dans la manière de vivre la beauté en Afrique. Donc c'est super intéressant et je pense que c'est sur ce segment-là qu'on devrait aller. Ça pourrait même nous faire entrer dans des choses un peu plus tech et donc voir comment trouver des partenaires tech pour développer des produits pertinents qui répondraient à ce genre de problématiques. Ah ouais, c'est vrai que c'est vraiment calme. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup plus de consumer insight et de comprendre le côté culturel et héritage. Et c'est vrai, par exemple, quand on regarde le dernier défilé de la Douma, qui a fait fureur aux dernières collections, et tout le monde a mis en avant tout ce côté culturel, tout ce côté vraiment mis en avant de qui ils sont. Mais du coup, de ça découle plein de besoins extrêmement spécifiques si on arrive à écouter correctement ce que ça veut dire et comment le déployer, parce que je pense qu'il y a effectivement énormément de besoins qui en découlent. Donc moi, par rapport à ça, peut-être que je me trompe, mais on voit émerger des modèles qui sont un peu plus hybrides, digitaux, communautaires, identitaires, très très forts, non? Tout à fait. Tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les consommateurs africains sont très connectés aux réseaux sociaux. WhatsApp fait un carton. Alors, Instagram, Facebook, TikTok ne sont pas très loin. Et justement, alors, ça laisse la place à de l'influence. Hein. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était plutôt les célébrités qui étaient beaucoup suivies, dont les recommandations
été beaucoup écouté, été beaucoup suivi. Mais il y a un shift, on va plus vers des nano-influenceurs, des micro-influenceurs à qui on fait plus confiance parce qu'on se dit qu'ils sont pas là pour, voilà, pour leur image ou pour gagner de l'argent par rapport à ça, mais qu'il y a plus d'authenticité dans la manière de parler des produits, dans la manière de mettre en avant la culture. C'est beaucoup plus naturel. Donc ils sont très très suivis. Il y en a de plus en plus et surtout le marché. Je pense par exemple à une marque, je crois que c'est Avon, South Africa, qui a mis en place un partenariat avec plus de 1000 nano-influenceurs en Afrique du Sud à l'occasion du lancement d'un de leurs produits. Et ça a eu un succès fou au tel point où ils ont gagné un prix. Je crois que c'était un prix digital, marketing digital, parce que justement, il y avait eu un succès, ça avait été relayé, il y avait eu quelque chose de vraiment différent, de vraiment innovant, qui avait donné cette campagne. Oui, qui avait été mis en avant. Et c'est aussi ce que Maybelline a fait, mais sur l'échelle panafricaine. Alors, je crois que c'est l'année dernière où Maybelline a rassemblé au cours d'un programme plusieurs influenceurs. On avait du Congo, d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Ghana, d'autres pays. Et en fait, le but, c'était vraiment de mettre en place un programme qui leur permet d'être encore plus performants, de les accompagner dans leur manière de faire, d'approcher leur public, de communiquer, d'utiliser les outils digitaux. Et donc, finalement, on voit qu'il y a vraiment un potentiel, il y a vraiment quelque chose à faire. En Afrique du Sud encore, il y a Dentsu qui a lancé une école d'influence, la première du genre en Afrique, et qui fait un carton aussi parce que c'est une manière de collaborer avec alors, j'ai pas forcément envie de parler de ressources, mais avec les locaux. Non, mais c'est une ressource. Hein, je veux dire, on parle de business, hein, on n'est pas. Effectivement. On parle pas de. C'est une ressource, c'est de la tactique, c'est de la stratégie, mais ça c'est vraiment intéressant de voir comment le patrimoine culturel, qui est une véritable puissance économique et créative, est en train de se transformer en petite machine avec des process, avec des systèmes, avec de la stratégie. Et je pense, alors vous allez me dire, et je pense que c'est vraiment c'est la jeunesse africaine qui est un peu le leader dans cette transformation et qui est en train de remettre au goût du jour certaines cultures, des choses qui dans les années 50, 60 ou même 80, 90 auraient été un peu source de honte, qui maintenant font vraiment source de fierté, de revendication et aussi de compréhension. Du coup, on redécouvre, on explique, on se réaccapare une histoire qui, je pense, pendant un moment, a été un peu a perdu son cours. C'est un peu comme une ligne où à un moment il manque certaines pièces. Et ça, on le voit beaucoup dans tout ce qui est la beauté. On le voit en Côte d'Ivoire avec Nadrelli, la beauté naturelle et tous les rituels ancestraux, whatever. Mais tous les rituels ancestraux. On voit, et puis les produits aussi, un peu ce que nous en Europe on appellerait les remèdes de grand-mère, qui sont vraiment en train d'être remis au goût du jour par une jeunesse africaine qui y croit, qui la pratique, et avec lequel, en fin de compte, on voit aussi qu'il y a énormément de résultats, et au niveau cosmétique, ça marche absolument. Mon Dieu, on a tellement de choses à se dire sur ce continent, sur ces pays, sur cette génération hybride, digitale, que ça vaudrait encore 2 heures de conversation. Mais Joanie, pour conclure, quelle vision aimeriez-vous partager sur l'avenir des marques africaines et la matière dont elles peuvent transformer les tendances culturelles en richesse durable? Alors, effectivement, je pense qu'il y avait encore des choses très intéressantes à dire par rapport à la jeunesse africaine, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, je pense que par rapport aux tendances, on parle bien des tendances, hein. Alors,
Il y a une macro-tendance, ou plutôt, désormais, lorsqu'on parle de macro-tendance, on inclut beaucoup tout ce qui est démographie, environnement, technologie. Et je pense véritablement que dans les années à venir, l'Afrique, ou du moins les marchés africains, sont bien positionnés sur cette question-là. Parlons par exemple de la technologie. Aujourd'hui, si on prend un marché comme le Nigeria, on parlait tout à l'heure du fait que le commerce informel est assez important, mais on a aussi ce qu'on appelle le social commerce. Ok. C'est-à-dire que de quelque chose qui était... on avait un gap, on avait un manque, on avait peut-être quelque chose qu'on verrait comme un obstacle, et bien les consommatrices ont fait fi et s'organisent, voilà, elles passent leurs commandes sur WhatsApp, etc. Elles ne passent plus forcément par des beauty consultantes, elles passent par des make-up artistes qui elles-mêmes sont les mieux placées pour vendre les produits des marques, d'où le succès de Masterclass que Maybelline a eu à mettre en place l'année dernière au Nigeria. Donc je pense qu'en fait, dans l'avenir, il faudrait vraiment miser sur la technologie et ne pas forcément s'attendre à ce que les marchés africains suivent la même trajectoire qu'ont eu les marchés occidentaux ou que connaissent aujourd'hui la Corée du Sud, la Chine ou le Japon. Il faudrait vraiment qu'on trouve quelles sont nos spécificités et pouvoir nous développer d'après ces spécificités-là. Il faut aussi qu'on comprenne que d'ici 2050, eh bien, la jeunesse africaine va un peu façonner la jeunesse mondiale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement l'image du consommateur, beauté, mode, lifestyle, va aussi avoir une image, des traits qui seront beaucoup plus africains. Et ce qui veut dire que dès maintenant, il faut qu'on puisse anticiper la chose, préparer la chose, culturellement parlant, mettre en place tout un écosystème qui fera que d'ici 10 ans, 20 ans, eh bien, on aura un véritable impact à l'échelle mondiale. C'est le cas, ça a été le cas aujourd'hui avec la K-Beauty. On a vu que ce n'est pas arrivé seul. Hein. C'est arrivé avec la K-Fashion, avec la K-Pop, avec la Food, etc., avec la Tech, avec Samsung, etc. Et en ce moment, c'est ça. C'est ça, et c'est le cas en ce moment avec la C-Beauty, et on parle de Chinese Baddies qui sont en train de se développer. Il y a beaucoup de traits culturels chinois qui sont en train d'être repris par la Gen Z à l'échelle internationale. Donc je pense que c'est sur ce chemin-là qu'on est en train de se diriger avec la A-Beauty et les marchés africains, les consommateurs africains. Mais pour ça, il faut qu'on anticipe les choses et qu'on mette les stratégies en place pour suivre ce chemin. Bien, écoute, Joanie, quelle experte. C'était très intéressant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous avoir donné ton temps. Merci à toi Agnès, ça a été un grand plaisir de discuter avec toi et c'est vrai que c'est un sujet passionnant, on aimerait en parler encore des heures, mais en tout cas, oui, l'héritage africain, je pense que il y a beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à léguer et je pense que ce genre de plateformes sont vraiment le lieu idéal pour pouvoir discuter ce genre de sujet. Alors merci encore pour l'invitation. Nous étions ravis de t'accueillir. Passe une bonne journée.